Regardez notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Notre forêt demain. Aujourd'hui, nous allons vous transporter dans un lieu empreint d'histoire, la somptueuse forêt d'Orléans. Forêt royale, mais aussi carrefour de la résistance, elle porte l'empreinte des forestiers qui l'ont façonnée et recèle de nombreux trésors que nous vous ferons découvrir. Trésors historiques, mais aussi trésors naturels, puisque la forêt d'Orléans renferme un immense réseau hydraulique composé de mares et de cours d'eau indispensables pour maintenir l'équilibre forestier et où s'épanouissent de nombreuses espèces protégées. L'une des plus emblématiques s'appelle le balbuzard pêcheur. Nous vous dirons tout de cet oiseau exceptionnel et des efforts de conservation déployés pour préserver son habitat. Capteurs, télédétection par satellite, les technologies de pointe sont de plus en plus utilisées pour surveiller l'état de nos forêts, détecter les maladies ou les zones de stress et recueillir des données précieuses pour une gestion plus efficace des ressources forestières. Nous partirons à la rencontre de scientifiques qui travaillent chaque jour avec ces outils pour mieux comprendre comment réagit la forêt face au changement climatique. Et puis nous mettrons à l'honneur les scieries, acteurs essentiels de la filière bois. Dans le Loiret, on travaille bien sûr le chêne, mais pas uniquement. Le pin sylvestre fait aussi partie des essences particulièrement prisées, notamment pour les aménagements extérieurs. Découpe, séchage, rabotage, nous vous dévoilerons les différentes étapes du processus de transformation du bois brut en produit fini de haute qualité. Nous sommes dans le département du Loiret et la forêt d'Orléans est la plus grande forêt domaniale de France. Elle s'étend sur environ 80 km et couvre 35 000 hectares. Les légendes, les récits ont façonné l'identité de cette forêt. Elle fut un temps un refuge pour les ermites, pour les moines, puis la propriété des rois et plus récemment une terre de résistance. Aujourd'hui, cet immense poumon vert est un lieu où il fait bon se ressourcer, mais c'est aussi un patrimoine économique qu'il faut absolument préserver, car l'exploitation de ces différentes ressources sera amenée à grandir dans les années à venir. Allons rejoindre tout de suite un fin connaisseur du sujet. Il s'appelle Pierre Bonner, c'est un ancien directeur de l'ENF en charge de la forêt d'Orléans. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Je suis très heureux de vous rencontrer. Et également. Dans un cadre idyllique. Tout à fait. Alors j'ai souhaité vous rencontrer parce que vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti il y a quelques années, qui s'intitule Forêt d'Orléans. Mythe et réalité, ça veut dire quoi? Il y a un fossé entre les deux ou le Grand Canyon? Non, c'est pour montrer toute la continuité qu'il y a dans la forêt. La forêt est une histoire de continuité. Et alors l'histoire de la forêt d'Orléans peut remonter à des millénaires. On peut commencer avec les Carnutes, qui étaient une organisation religieuse celte. On y retrouvait bien sûr aussi des druides. Ensuite, cette forêt se caractérise parce qu'elle a été très rapidement un lieu de passage. Et les Romains sont venus mettre un peu d'ordre dans tout ça. On a fait des routes. Et nous avons ensuite eu des huns qui étaient célèbres, puisque là où ils passaient, il n'y avait plus d'herbe. L'herbe ne repoussait pas. Merci Attila. Et puis cette forêt est devenue royale. C'est le fils de François Ier qui en fut le premier propriétaire. Le premier, c'est Hugues Capet, qui fait que la forêt d'Orléans devient forêt royale. Il y a effectivement cette période où les ermites, les moines séjournent un petit peu ici. Après, effectivement, propriété des rois. Ça va s'arrêter à quelle période, ça, à peu près? La propriété des rois
On connaît tous l'histoire, c'est la Révolution. Et après, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et après, ça devient quoi? Et ça redevient. La forêt d'Orléans, en fait, tombe dans l'escarcelle de l'administration forestière comme forêt domaniale en 1852. Elle est devenue aujourd'hui, quand je dis propriété, j'entends bien, elle est gérée par l'ONF depuis quelle période à peu près? 1966, 1er janvier 66. Ce qui est intéressant dans votre discours, c'est qu'on voit bien qu'au fil des siècles, au fil des millénaires, les usages de la forêt, la façon de gérer la forêt aussi, a énormément évolué. La forêt d'Orléans est une forêt de production d'énergie et de matériaux. C'est le bois à cette époque-là, jusqu'à ce que le charbon de terre vienne d'Angleterre, on peut dire, c'est la seule source d'énergie. Pour Paris. Et pour tout le monde. On la faisait partir par canot, Ah c'est oui, ça? alors on a créé le canal d'Orléans pour fournir le bois nécessaire aux populations parisiennes et aussi à tous les gens de Beauce. On a occulté une partie importante et nous sommes ici au carrefour de la Résistance, qui est un haut lieu de cette forêt d'Orléans, qui ne s'appelait pas d'ailleurs le carrefour de la Résistance, il y a encore quelques années, qui s'appelait comment ici avant? Le carrefour d'Orléans. Le carrefour d'Orléans. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de le débaptiser et de le renommer carrefour de la Résistance? Le carrefour d'Orléans devient carrefour de la Résistance suite aux événements du 19 août 1944, où à la suite d'une attaque par les maquisards d'un convoi allemand non loin d'ici, mais sur une route traversant la forêt, les Allemands sont sur le retrait et viennent sauvagement sortir les gens des maisons, les assassinent et s'en vont. Parmi les essences reines, il y a le chêne, bien sûr, qui a énormément peuplé cette forêt d'Orléans. Il y a le pin sylvestre aussi, bien sûr. Et puis, il y a surtout des essences qui permettent d'avoir des débouchés économiques. Vous évoquiez tout à l'heure les sources d'énergie, ce qui a permis effectivement d'alimenter en bois et la capitale et les environs de Paris et la Beauce. Mais on a fait plein de choses avec les bois issus de la forêt d'Orléans. Exactement, ça correspond à l'époque où il n'y avait pas encore de traction à moteur. Toute la traction animale et tous les débardages et les transports de bois se faisaient avec des chariots, avec des trick-balles. Le trick-balle était l'appareil qui soulevait la grume pour ne pas abîmer les semis quand on sortait les arbres de la forêt. Donc disons, et à ce moment-là, les moyeux, il faut trouver de l'orme costaud qui puisse faire les moyeux des chariots ou des charrettes. Le frêne permettait de faire les longerons. Il y a l'alisier. Quelles sont les essences qu'on utilise? L'alisier. D'accord. Pour faire quoi? Des violons, des choses comme cela? Alors, les violons, c'est l'érable, l'épicéa, qui est aussi un bois particulièrement utile et indispensable pour faire de très beaux instruments de musique. La forêt d'Orléans, comme beaucoup d'autres forêts, c'est un laboratoire du vivant. Les investigations conduisent à des résultats qui sont parfois des échecs, mais aussi des succès. La mise en place d'une forêt mosaïque est une chose importante pour préserver la biodiversité, pour multiplier les possibilités de gestion. Et je pense que nous avons aujourd'hui un état d'esprit et une attention particulière pour d'abord mieux définir cette biodiversité et aussi pour mieux comprendre que la forêt a aussi une âme, elle vit. Il est hors de question que la forêt vive sans l'homme. Alors avant d'arriver ici, j'avais consulté le livre « La forêt d'Orléans, mythe et réalité ». Pour moi, Pierre Bonner, c'était mythe et réalité. Maintenant, je connais le mythe et je connais surtout la réalité. Alors, merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. À bientôt. Stéphane est heureux de vous avoir vu. Merci. Étangs, mares, tourbières, longtemps considérés comme des milieux insalubres ou hostiles, ces milieux aquatiques appelés zones humides sont aujourd'hui reconnus comme un incroyable atout pour la biodiversité, notamment en forêt. Elles renferment en effet un grand nombre d'habitats où résident des espèces animales et végétales spécifiques, dont la plupart bénéficient d'un statut de protection. Ces zones humides restent toutefois menacées et coexistent fragilement avec la forêt, si bien que le rôle de l'homme peut être indispensable pour leur maintien. C'est ce que va nous expliquer Michel Quesnay, il est technicien forestier. Michel, des mares forestières comme celle-ci, il y en a quoi? Une centaine ou plusieurs centaines en forêt d'Orléans?
Alors Stéphane, des mares comme ça en forêt d'Orléans, c'est plutôt de l'ordre de 1000. Ah, quand même. Certains de nos anciens collègues disaient même une mare par parcelle forestière. La forêt d'Orléans, 1500 parcelles. Ah oui, ça fait un peu de monde. Voilà. Alors, on n'est pas sûr d'avoir une mare par parcelle, Ouais. mais 1000 mares dans la forêt, c'est sûr. Et vous, vous en avez repéré, vous recensez combien? Alors, depuis, Sur votre secteur, ici? Depuis 6 ans que je suis référent environnement sur le massif, je suis à 150 déjà. 150. J'en suis déjà à 150. Il y a les mares et il y a ce qu'on appelle la zone humide. Est-ce que la zone humide, c'est ce qui est en périphérie de la mare ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est deux choses différentes. Là, ici, on est face à une mare. Vraiment, pour parler d'une zone humide et pour la qualifier, il faut prendre en compte sa profondeur, Ouais. sa taille, la situation sur son bassin hydrographique. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui sont à prendre en compte. Et là, s'agissant d'une mare, si on veut vraiment caractériser une mare, c'est un petit écosystème aquatique. Et cet écosystème aquatique, on a coutume de dire qu'il ne doit pas dépasser 5000 m². D'accord, ça c'est vraiment la taille. 5000 m² maximum, après c'est quoi? C'est un étang? Au-delà, ça va être un étang, voilà. Alors par contre, on m'a dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait la différence entre une mare et un étang, dans un premier temps, c'est que dans la mare, surtout pas de poissons. Non, parce qu'en fait, les poissons ont la particularité de se nourrir d'un petit peu tout ce qui y passe, notamment les œufs de batraciens, donc tout ce qui est grenouilles, etc. Donc si on introduit des poissons dans une mare, ils détruisent l'écosystème, tout simplement. Et quand on parle d'écosystème, il y a une vraie vie dans une mare. Là, pour le coup, alors, sur la zone dans laquelle on est, là, moi, j'ai recensé à peu près une vingtaine d'espèces d'odonates, donc de libellules. Oui. On a une dizaine de taxons de grenouilles, de batraciens, donc Très bien. avec les tritons, notamment. Et puis, sur notre zone, là, pareil, on a à peu près 150 espèces botaniques. Comment est-ce que les mares sont alimentées? C'est quoi? Ce sont des sources qui les font apparaître ou est-ce que c'est à un moment donné le profil du terrain qui fait que hop, les eaux s'accumulent et font une petite mare? Alors, il y a ce que vous dites, le profil du terrain, ce qu'on appelle des dolines, mais des dépressions naturelles Ouais. créent des mares. Maintenant, les mares, généralement, c'est une origine anthropique. Ici, par exemple, on a des mares qui sont le résultat de trous d'obus. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Mais généralement, elles ont été créées, donc il y a très longtemps, comme abreuvoirs, soit pour le bétail, soit pour les animaux domestiques qui servaient à l'exploitation de la forêt, les chevaux par exemple, Bien voire sûr. même les chiens de chasse. On a des mares qui ont été créées pour la défense des forêts contre les incendies. Et puis ici, on a des mares, comme le site où on se trouve aujourd'hui, qui sont issues de prélèvements de matériaux. Donc là, on est sur une ancienne carrière qui a été exploitée dans la seconde moitié du 19e siècle, où on est venu extraire des matériaux pour empierrer toutes les routes qu'on a aux alentours. C'est-à-dire que ce que vous m'apprenez, c'est que la majeure partie des mares que l'on trouve en forêt ne sont pas forcément naturelles. C'est même quasi exclusivement d'origine humaine. D'accord. Ouais. Et ces mares, vous passez votre journée à les entretenir pour faire en sorte que justement l'écosystème puisse continuer à vivre à l'intérieur. Les mares, entre autres, font partie de la biodiversité courante qu'on gère au quotidien, si on peut dire. Est-il vrai, Michel, qu'au début du XXe siècle, il y avait beaucoup plus de mares qu'aujourd'hui et qu'elles ont été amenées à disparaître au fur et à mesure des décennies? Oui, malheureusement, Stéphane, là, on parle de 90% des mares qui ont disparu au cours du siècle dernier. Est-ce que le courant va toujours dans le même sens ou est-ce qu'au contraire, on a stabilisé les choses et est-ce que ça continue à disparaître? Alors, l'urbanisation prend en compte maintenant la disparition des mares. Donc, quand on crée un lotissement, quand on crée une autoroute, par exemple, on pense systématiquement à faire des bassins de rétention, qui sont par définition des mares, parce que c'est une zone fermée, dans lequel d'ailleurs on a une richesse insoupçonnée. Les mares autoroutières sont beaucoup plus riches que certaines mares qu'on a en milieu naturel. Donc ça, c'est une chose qui est effectivement prise en compte. Et il le faut, parce que c'est 4% du territoire, les zones humides en France, et c'est 45% des espèces menacées. Donc il faut effectivement que l'urbanisation prenne ça en compte. Et donc ça nécessite que vous vous mettiez à travailler avec vos équipes sur l'entretien des différentes mares? Là, alors ici, on est sur un site particulier parce qu'on est en zone Natura 2000. Donc de toute façon, on se doit de garder un milieu ouvert avec des espèces pionnières qui sont très particulières et qu'on cherche à préserver, voire à étendre, et qui sont parfois rares ou menacées en France et dans le monde. Et donc, sur ce site, on va être amené à intervenir à échelle de 5 ans à peu près. Tous les 5 ans, il faut qu'on revienne pour maintenir notre milieu ouvert avec des espèces pionnières.
Il y a une chose que j'ai compris, hein, c'est que lorsqu'on se promène en forêt, on sait qu'on est à proximité d'une mare ou d'une zone humide lorsqu'on commence à manger des moucherons. Il y en a quand même un petit peu. Il y en a quand même un petit peu. On a parlé de l'entretien de ces mares. Est-ce qu'il y a une saisonnalité, une périodicité qui est plus propice justement à l'entretien? Je pense à la nidification, aux périodes de chasse, à tout un tas de choses, tout un tas de facteurs qui, à un moment donné, vous limitent, vous aussi, dans votre activité. À quelle période vous pouvez intervenir? Alors nous, comme d'autres, hein, on peut distinguer deux périodes. Idéalement, les espèces de faune et de flore, a fortiori, ne sont plus présentes dans la mare en plein hiver. Simplement, il y a un problème de taille, c'est qu'en hiver, il y a de l'eau. Donc pour éviter de perturber un maximum le milieu, tant au niveau de la portance dans le sol que des espèces qu'on peut trouver présentes dans la mare, on va intervenir plutôt à la période qu'on appelle l'étiage. Oui. Donc l'étiage, c'est le niveau le plus bas des eaux. Donc là, il n'y a pas de risque pour que les pelles... La ponte a été faite, etc. La ponte a été faite, les adultes sont élevés, ils sont partis, les libellules ont la capacité de voler en dehors, ou alors les pontes sont également en sécurité. Et là, il n'y a pas de risque par rapport aux intervenants manuels et aux intervenants mécaniques de s'enfoncer dans le lavage, etc. Enfin voilà, on est beaucoup plus tranquille. Ma dernière question, elle va concerner l'importance justement de conserver et d'entretenir ces mares et ces différentes zones humides. C'est primordial pour le visage que nous offre la forêt aujourd'hui et surtout pour celui qu'elle nous offrira demain? Ben oui, c'est primordial parce que, encore une fois, les mares, elles sont là pour stocker de l'eau. Donc en période de plus en plus renouvelée, où on a des canicules, des sécheresses, etc., c'est important qu'on ait des zones où l'eau soit maintenue pour que nos espèces qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit les plantes dans un premier temps, mais les libellules, les batraciens, il faut qu'elles puissent accomplir leur cycle. On n'a pas parlé de coléoptères aquatiques, on n'a pas parlé de toutes les interactions avec les milieux autour, mais toutes ces espèces-là, elles ont besoin d'eau. On évoque beaucoup la sécheresse et les coups de chaud. Il faut aussi prendre le contre-pied. Une mare en période de crue, c'est une zone tampon. Elle stocke l'eau, elle empêche l'eau de se répandre un petit peu partout. Bien sûr. Les sphègnes, notamment, qu'on pourrait voir sur des sites à proximité, elles ont une capacité de rétention d'eau de 7 fois leur volume. Donc ça vous donne une idée de la charge que ça peut capter et éviter que ça se répande ailleurs, mais aussi de la charge que ça peut restituer quand l'eau vient à manquer. Merci mille fois pour toutes ces informations, Michel. Merci à vous, Stéphane. Je vous laisse profiter de votre forêt, je retourne vers le parking. Et bonne journée. À bientôt. La forêt d'Orléans abrite une grande quantité d'espèces protégées. L'une des plus emblématiques s'appelle le balbuzard pêcheur. Menacé de disparition, ce rapace migrateur a choisi l'étang du Ravoir en 1984 comme premier site de recolonisation du territoire métropolitain. Pour assurer sa reproduction et sa survie à long terme, l'ONF et les associations locales ont mis en place différentes actions afin de protéger cet oiseau et son habitat naturel. En repérant et recensant les aires de présence du rapace, les forestiers peuvent ainsi adapter leur gestion à la présence de cet oiseau. Pour le découvrir, partons à l'Observatoire du Ravoir. Nous allons rencontrer Christine, qui s'assure chaque jour du bien-être des espèces protégées, et Gilles, qui recense au quotidien le nombre de balbuzards pêcheurs dans cette forêt. Bonjour à tous les deux. Bonjour. En pleine observation, en pleine contemplation, c'est un lieu magique celui-ci. Tout à fait. Alors on est à l'Observatoire du Ravoir et on va parler en votre compagnie de la protection des oiseaux. Pas un bruit, un avion très très haut dans le ciel, c'est l'endroit idéal pour protéger les oiseaux, Christine? La forêt domaniale d'Orléans, en effet, c'est l'endroit idéal avec 50 000 hectares et 35 000 hectares de forêt domaniale. D'accord. Donc un endroit en effet magique. La bulle. La bulle pour les oiseaux, entre autres. Quand on parle de protection des oiseaux, qu'est-ce qui justifie le fait de se dire « je vais protéger une espèce d'oiseau plus qu'une autre » Alors, tous les oiseaux sont protégés. Oui. Nous, à l'Office national des forêts, on a mis vraiment le focus sur les rapaces, notamment depuis le retour du balbuzard en 1984. Oui. Et on a décidé de protéger à peu près une petite dizaine de rapaces. Alors, on protège tous les oiseaux, bien sûr, et on a mis en place des prescriptions environnementales particulières pour ces rapaces-là. Il faut dire qu'ils jouent un rôle phénoménal et prépondérant dans la biodiversité, dans la chaîne, plus ou moins, Tout à du fait. bien-être de la forêt. Et oui, on se rend compte de plus en plus, on parle de biodiversité de plus en plus, et on se rend compte qu'une forêt en forme, c'est une forêt qui va être riche en biodiversité. Donc on a tout intérêt, nous, gestionnaires de la forêt, en effet, à préserver un maximum.
L'un des grands spécialistes du balbuzard pêcheur, c'est Gilles. Vous l'avez évoqué, retour du balbuzard pêcheur en 1984 sur ces terres ici, alors qu'il avait apparemment disparu depuis un siècle, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui avait justifié cela? Dans le passé, le balbuzard était considéré comme un voleur de poissons, tout simplement parce qu'il allait pêcher souvent dans les étangs d'élevage, si bien qu'il a été persécuté et que l'espèce avait complètement disparu de France continentale au début du XXe siècle. L'espèce a fait l'objet de mesures de protection à partir des années 60, aussi bien en France qu'en Europe, et elle a été totalement protégée dans les années 70. Et donc, les populations à ce moment-là en Europe ont commencé à augmenter et on attendait, nous, le balbuzard avec impatience. Et puis, il est revenu spontanément. On ne l'a pas du tout réintroduit. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils se sentent aussi bien ici? Il y a des conditions particulières? La forêt d'Orléans est riche en grands pins sylvestres qui sont favorables à sa nidification. Le balbuzard cherche en général à faire son nid le plus haut possible avec une vue panoramique à 360 degrés tout autour de son nid. Les grands spécimens, donc les vieux arbres, ont une cime tabulaire, ça veut dire que les branches sont horizontales, qui est favorable à l'installation d'un gros nid qui peut peser plusieurs dizaines de kilos, voire plus d'une centaine. Est-ce qu'il faut justement en matière de gestion forestière mettre en place justement des choses tout à fait particulières pour protéger ces oiseaux? Oui, tout à fait. On met en place des prescriptions environnementales, on met en place des aires de protection, donc aires qui font 30 mètres de rayon, aires sur laquelle on ne touche pas du tout à la végétation toute l'année. Et quand l'oiseau revient, donc du 1er mars au 1er septembre, on a des aires, on met en place des aires de quiétude, donc qui s'étendent à 150 mètres autour du nid. Donc, aires sur lesquelles on n'intervient pas du tout, on le laisse tranquille. Alors, on le dit, ce sont des oiseaux migrateurs, ils passent ici, mais ils ne s'arrêtent pas. Après, ils vont un petit peu plus loin. Et est-ce que justement, au moment de la migration, vous en profitez un peu comme on le fait pendant les périodes de vacances pour les enfants? On refait le papier peint, on refait la moquette. Est-ce que là, vous continuez les travaux pour bichonner justement ces différents oiseaux? Alors, non, on ne bichonne pas. Simplement, dans notre gestion forestière, on va préserver des zones justement avec des gros pins sylvestres, on va préserver certains types de peuplements. L'avantage de cette forêt, c'est que sur ces 35 000 hectares de domanial, c'est qu'on a une forêt dite mosaïque. Donc on va avoir différents types de peuplements, avec des zones ouvertes, des zones fermées, qui vont plaire à certains rapaces, et puis à d'autres. C'est plutôt la gestion mosaïque qui va encourager le retour de ces rapaces. Il y a un travail de recensement, ou alors, comment est-ce qu'on pourrait dire, vous répertoriez les différents oiseaux qui sont présents ici. Comment est-ce que vous faites d'ailleurs pour les répertorier? On essaye de faire un suivi de la reproduction des oiseaux sur ces nids. Ça consiste à guetter l'arrivée des oiseaux, détecter les dates de couvaison et puis les dates d'éclosion des jeunes. Et ce suivi est fait dans le but, quand c'est possible, qu'un grimpeur aille chercher les jeunes dans le nid pour les baguer. C'est-à-dire que des jeunes qui ne sont pas encore en position de voler, quoi. Ils sont à peu près une dizaine de jours de l'envol et les bagueurs les baguent au sol. Donc ils sont pesés, mesurés, bagués bien sûr, avec 2 bagues qui constituent en fait la carte d'identité de l'oiseau, puis après ils sont remontés dans le nid. Est-ce que vous pensez que vous avez bagué tous les balbuzards pêcheurs qui viennent ici ou est-ce qu'il y a des squatteurs de temps en temps? Au début, oui, le bagage concernait pratiquement tous les jeunes oiseaux, mais maintenant, du fait que la population est en expansion, il y en a évidemment qui échappent au bagage. Et puis, il y a des nids qui ne sont pas connus non plus, donc il y a des oiseaux forcément qui échappent au bagage. Et quand vous parlez de ces nids, justement, pour se rendre compte de l'importance que ça peut représenter aujourd'hui, vous le dites, il est revenu à partir de 1984. Aujourd'hui, il y a combien de nids recensés? Alors, en France, on recense actuellement une centaine de nids, y compris avec la Corse. En France continentale, on est à peu près à 70 couples connus. Et dans le Loiret, on recense une trentaine de couples. Si un balbuzard pêcheur naît ici, est-ce que systématiquement il reviendra chaque année? Les 2 premières années, en général, il les passe sur son site d'hivernage. Et ça n'est que lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle, vers l'âge de 3 ou 4 ans, qu'ils ont tendance à revenir essayer de se reproduire dans la région où ils sont nés. On appelle ça la philopatrie. Et quand on dit dans la région, c'est dans un rayon assez important autour de leur nid d'origine. Et cette philopatrie est très marquée chez les mâles, plus que chez les femelles. Vous savez ce qu'on vous souhaite? Qu'il y ait de plus en plus de nids ici pour qu'on continue à s'enchanter devant le vol d'un balbuzard pêcheur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci Christine. Merci. Merci Gilles. Bonne continuation. Je vous laisse profiter du paysage. Merci. Nous venons de le voir, les nouvelles technologies pourraient changer la vie des forestiers à l'avenir. Et dans les forêts, différents dispositifs sont déjà utilisés pour évaluer l'ampleur du changement climatique. Satellites et capteurs permettent d'ores et déjà d'analyser les dépérissements forestiers et d'en comprendre les causes, mais aussi d'appréhender l'évolution de la biodiversité face à ces changements et ainsi assurer la pérennité écologique et économique de nos forêts.
Pour nous présenter ces différents dispositifs, partons à la rencontre de Frédéric Archaud. Il est ingénieur et chercheur à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc Frédéric, le site est impressionnant, il y a des corps de bâtiments partout. On fait quoi? On ne fait pas que de la recherche ici. Non, effectivement, on ne fait pas que de la recherche. En fait, on est sur un site historique pour la forêt, en fait, pas seulement la recherche. Donc on a l'IGN qui produit des statistiques sur la forêt, juste le magnifique château qui est à côté. On a aussi un peu plus loin par là-bas le lycée des Bars qui forme des BTS de gestion forestière, gestion de protection de la nature. Alors, je souhaitais absolument vous rencontrer parce qu'on peut faire un petit état des lieux. Depuis quelques émissions, on a pu s'intéresser au dépérissement de la forêt lié au changement climatique. Ça, c'est surtout valable, je dirais, au sud de la Loire. On a voulu savoir, au nord de la Loire, là où nous sommes, si le constat était le même. Alors, pour l'instant, c'est pas dramatique, mais le constat est le même. C'est-à-dire que la forêt en région Centre-Val de Loire, elle se porte de moins en moins bien. En fait, on constate qu'il y a des dépérissements. Alors, des dépérissements sont connus depuis assez longtemps dans certaines forêts. La forêt de Vierzon est un exemple où ça fait des dizaines d'années qu'on voit des chênes mourir. Et puis là, depuis quelques dizaines d'années, on s'aperçoit qu'on observe la même tendance, plutôt dans le sud de la région, à la fois sur le pin sylvestre et les chênes, qui sont les essences majeures, c'est-à-dire celles qui ont le plus ici. Le plus ici et qui ont le plus d'intérêt économique. Donc on commence à s'inquiéter de cette situation-là. C'est pas encore dramatique, les arbres continuent à pousser, elles se portent plutôt bien cette forêt. Ça, c'est votre rôle à vous, d'analyser tout cela et puis de le faire avec différents outils. Exactement. Nous, on nous demande d'apporter des réponses majeures sur comment est-ce qu'il faut adapter nos pratiques de gestion de la forêt pour qu'elle soit plus résistante au changement climatique. Donc de faire en sorte qu'elle souffre moins et puis qu'on la prépare au climat de demain. Les arbres, on les coupe, donc à un moment donné, il faut les renouveler. Et donc on s'intéresse à la fois sur la façon de détecter le dépérissement de cette forêt, dans quel état elle se trouve, en utilisant des technologies aéroportées, des satellites typiquement, pour pouvoir dire dans quel état elles sont. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait quand les arbres sont en mauvais état? C'est ce que j'allais vous dire. Il y a une première phase, c'est l'observation, ensuite l'analyse, et puis après la proposition des solutions, j'imagine. Des solutions. Alors, pour proposer des solutions, on met en place des dispositifs où on fait varier la composition des peuplements. On va regarder des peuplements d'une seule espèce d'arbre ou de deux espèces d'arbres en se disant peut-être que le fait de les mélanger, ça sera une façon de répondre au changement climatique. On peut aussi mettre les arbres en plus ou moins grande densité. Si jamais ils sont en faible densité, on pense que la compétition entre les arbres sera moins forte. Et donc peut-être qu'ils résisteront mieux au changement climatique. Et puis de l'autre côté, sur les provenances ou la génétique, c'est aussi quelque chose que l'on regarde, notamment à l'étape de la régénération, au moment où on prévoit la forêt de demain, de se dire peut-être qu'on peut mettre des provenances, c'est-à-dire la même espèce, mais avec une origine qui est plus méridionale, plus adaptée au climat de demain. C'est un processus qui est très lent, le changement de la forêt. Quand on dit qu'on travaille pour les générations futures, c'est vraiment le cas. Hein. C'est carrément le cas, oui, tout à fait. Alors ça, vous le faites avec une équipe et avec des outils. Et pour vraiment se rendre compte de tout cela, on va aller en forêt, rencontrer justement quelques-uns de nos collaborateurs et on va commencer d'ici quelques instants en plein cœur de la forêt avec Nathalie Beau. Merci beaucoup Frédéric. Merci Stéphane. Merci. Au revoir. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphane. En plein travail. Oui. Et alors là, va falloir tout m'expliquer, parce que j'ai vu des appareils partout. Va falloir que vous me dites ce que vous êtes en train de faire. Des appareils comme ça, j'en ai jamais vu, moi, en forêt. Hein. En forêt, non, mais en fait, c'est l'équivalent d'une station météo, comme Météo France, mais qu'on met en sous-bois pour mieux appréhender l'environnement qu'ont les arbres. Alors, en aérien, on a l'ensemble de la pluie, de la température, l'humidité atmosphérique, mais aussi on a des capteurs dans le sol pour mesurer l'humidité du sol et donc quantifier l'eau qu'ont à disposition nos arbres. Donc là, on peut dire que vous êtes en train de faire une étude sur le stress hydrique. Le stress hydrique, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des températures extrêmes au niveau atmosphérique et les houppiers qui sont à 25 mètres sont soumis au rayonnement qui est très intense et aux températures qui sont extrêmes. Alors on a deux types d'instruments pour suivre, étudier les arbres finement. On a des dendromètres pour suivre la croissance en diamètre des arbres. Ah, c'est ce que j'ai vu là, c'est-à-dire qu'il y a comme un cercle d'acier. C'est exactement ça. C'est un cercle, une bande d'acier qui encercle le tronc en diamètre et un appareil qui automatiquement mesure
mesure l'élargissement du tronc ou le rétrécissement selon les conditions climatiques et la quantité de sève qui passe dans le tronc. Puis on a des mesures plus ponctuelles avec des petits appareils. Ça, c'est un poromètre. On le positionne sur les feuilles pour connaître sa transpiration. Si je prends un chêne adulte, par exemple, on sait effectivement ce que représente sa transpiration quotidienne? Alors, par exemple, là, autour de nous, ce n'est pas des énormes chênes, ils ont à peu près 80 ans, hein. Ils font 25 mètres de haut. Un chêne comme ça va transpirer entre 100 et 100 litres d'eau par jour. C'est colossal. C'est surtout colossal quand on le quantifie sur l'ensemble de la forêt d'Orléans. Donc, ça équivaut à une transpiration quotidienne à un volume de 500 piscines olympiques par jour. Quand même. Une bonne journée, ça va dégager dans l'atmosphère une quantité de vapeur d'eau juste énorme. Un être humain, quand il fait très chaud, il va se mettre sous un arbre, à la rigueur, pour se protéger, aller chercher un petit peu d'ombre. Un arbre, comment il fait pour se protéger? Alors, la première réaction, c'est de limiter la perte en eau. C'est un peu comme des pores sur la peau, c'est ça? C'est complètement exactement pareil. C'est des pores sur la peau qui leur permet de faire les échanges gazeux. Bien sûr. Et cette perte de vapeur d'eau lui permet aussi de refroidir la surface de la feuille. Il va aussi mettre des structures internes qui lui demandent de l'énergie pour rendre la feuille un peu plus coriace. L'arbre se protège naturellement, j'irais, effectivement, en refermant ses somates. Mais pour autant, à partir du moment où il a moins d'eau qui arrive pour l'alimenter, la croissance de l'arbre, elle va à un moment donné se ralentir, pour ne pas dire s'arrêter. Plus il ferme ses stomates, moins il va capter le CO2, et donc il y aura moins de croissance. Alors on a évoqué déjà les capteurs qui captent les informations au sol. J'aimerais bien qu'on aille maintenant au fond de la terre. Et j'ai vu juste à côté, là, en arrivant, comme une fosse, plus ou moins, que vous avez créée. C'est une fosse où, là encore, on fait les études et on récupère quelques informations. Voilà, emmenez-moi là-bas. On y va. Alors là, c'est pas un petit trou que vous avez fait. Hein. Là, les travaux qu'on va effectuer, c'est un travail sur les racines, encore une fois, pour toujours la même chose, calculer un peu le stress hydrique, voir l'environnement. On fait deux choses. En général, on observe les racines. Oui. Et puis, on mesure également la teneur en eau du sol, de façon ponctuelle, pour suivre. Tout à l'heure, on vous a montré à l'extérieur, on ne voyait rien. Oui, bien sûr. Là-bas, on a des grandes sondes de ce genre-là, qui sont beaucoup plus importantes en longueur. Ici, je vais travailler avec des sondes beaucoup plus petites, mais qui vont me donner des informations localisées à plusieurs profondeurs en temps réel. C'est ce que j'allais vous demander, si vous faites effectivement plusieurs couches comme ça pour prendre les calculs. Tout à fait. Et après, il y a prise de température, c'est ça? Prise, pas tout à fait température, mais de l'humidité du sol. Donc j'insère ma sonde, et puis j'ai plus qu'à lire l'humidité qu'il y a à cette profondeur-là. J'ai un petit peu moins de 10% d'humidité. Tous ces calculs, toutes ces observations, ça fait combien de temps que vous l'avez mis en place ici dans la forêt d'Orléans? On a commencé les premières mesures en 2012 sur ces dispositifs-là, et on a inauguré avec l'ensemble des capteurs en 2015. Ça vous permet d'avoir un regard plutôt optimiste ou pessimiste sur la forêt de demain? En fait, on teste sur ce dispositif-là, on a la capacité de tester différents scénarios de gestion de la forêt, avec plus ou moins d'arbres, avec en mélange comme ici, chêne pin ou en pur. Et pour mieux comprendre comment la forêt et les arbres réagissent au climat d'aujourd'hui et de demain, pour donner des recommandations aux gestionnaires pour gérer la forêt aujourd'hui, mais aussi selon le climat de demain. Je vous aide à sortir. Hop. Merci. Je vais vous abandonner, je ne voulais pas vous laisser au fond quand même. Non, c'est dommage. Je vais aller rejoindre maintenant un de vos collègues, se prénomme Guilhem. Lui, sa grande passion, ce sont les insectes. Et on va apprendre avec lui que eux aussi, les insectes, ont beaucoup à nous apprendre sur les bouleversements dus au changement climatique. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Je te détache de là. Tu peux détacher. C'est bon? À tout à l'heure. Mais c'est pas bientôt fini, ces acrobaties. Bonjour, Guilhem. Bonjour. Ça va bien? Ça s'est bien passé, la descente? Bien, merci à vous. Rapide, hein, j'ai pu le constater. Hein. Plutôt rapide. Ouais, il y a besoin, il y a besoin. Alors, votre métier à vous, c'est l'entomologie, c'est-à-dire l'analyse, l'étude des insectes. Et pour ça, vous montez à combien de mètres de hauteur? Là, nous étions à peu près à 25 mètres de haut. 25 mètres de haut. Et votre rôle, c'est d'analyser les insectes là-haut. Pourquoi plus là-haut qu'en bas? Là-haut, c'est l'interface, en fait, entre l'atmosphère et la forêt. C'est la première ligne de front
face au changement climatique. C'est là où tout se passe et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller étudier là-haut. Alors, on va revenir là-dessus. Mais votre spécialité à vous, ce sont les coléoptères. Tout à fait. Qui se nourrissent sur les bois morts, en grande partie. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler de bois mort lorsqu'on est sur la canopée là-haut? Absolument, on peut parler de bois mort dans la canopée parce que donc, cette canopée, face au réchauffement climatique, les arbres vont stresser, vont être un peu plus faibles et vont abandonner des branches. Les branches qu'ils abandonnent sont les branches terminales. Et ces branches terminales sont en haut. Et donc c'est là où il y a du bois mort qui commence à s'accumuler. Il y a beaucoup d'espèces qui dépendent du bois mort. Et il y a beaucoup d'espèces qui vont vivre là-haut dans la canopée. Alors, on me dit que lorsque vous montez là-haut, vous redescendez jamais seul. Vous êtes redescendu avec des échantillons, là, avec des choses? Effectivement, j'ai avec moi un échantillon de pièges. Donc, nous avons différents types de pièges installés dans la canopée. Nous avons des polytrappes, des lignes graines. Et là, je suis redescendu donc avec mon échantillon. C'est ce que vous avez récupéré là-haut? Voilà, c'est le piège. C'est 1 mois de collecte qui est synthétisé dans ce pot. Alors, je vous posais la question volontairement tout à l'heure de la différence entre la récolte que l'on pourrait faire au sol ou la récolte que l'on peut faire là-haut. C'est forcément pas la même chose. Et j'ai envie de dire que la météo n'est pas forcément la même au sol que là-haut. Effectivement, nous avons fait des relevés météo de température ponctuellement. Et sur une journée où il fait vraiment chaud, donc à l'extérieur de la forêt, on va parler de 35 degrés sous abri, donc à l'ombre. Ici, à la forêt, au pied des arbres, dans l'ambiance forestière, eh bien, nous sommes à peu près à 25 degrés Celsius. D'accord. Tout là-haut, nous approchons les 49 degrés Celsius. Ah, ça n'a rien à voir. Donc il y a un énorme décrochage de température entre le haut et le bas des arbres. Et la vie n'est pas du tout la même là-haut. Et la vie n'est pas du tout la même. Et il faut savoir que les insectes, leur température létale, c'est-à-dire la température à laquelle ils ne peuvent plus se développer, à laquelle ça ne fonctionne plus, est aux alentours de 45 degrés. D'accord. Donc on atteint des températures là-haut qui sont au-delà de ce que peuvent supporter les insectes. Et qu'est-ce qu'on voit là-haut exactement? Quand on parle à un moment donné de dépérissement de la forêt, de changement climatique, ça se voit vraiment en altitude plus qu'en bas? Absolument, parce qu'en fait, un arbre commence à mourir par le haut. Voilà. Dès qu'il est faible, comme on a dit tout à l'heure, il abandonne des branches. Et donc petit à petit, il fait ce qu'on appelle une descente de cime. C'est-à-dire que ses feuilles vont être de plus en plus basses, les rameaux vont être de plus en plus courts, il va être de moins en moins en forme. Et donc l'arbre, effectivement, commence à mourir par le haut, et on le voit très bien en montant là-haut, parce qu'on ne voit pas forcément du sol, à cause des feuilles, du sous-bois et des autres arbres qui sont là. Alors, si je reprends une analyse qui consisterait à dire que voilà, l'arbre va commencer à mourir là-haut, il va peut-être souffrir de la chaleur, il va prendre un coup de soleil, il va éclater, entre guillemets. Absolument. Bah, la sève, elle va sortir, et finalement, est-ce que c'est pas l'heure du repas pour les insectes? Venez, il y a des choses à faire là-haut. Complètement. Donc effectivement, sous l'action du soleil, l'arbre il a une écorce, c'est un équivalent de peau chez nous, on va dire. Et cette écorce peut éclater sous de trop fortes contraintes thermiques. Effectivement, il va y avoir de l'écoulement de sève, et là, il y a beaucoup d'espèces qui vont venir se nourrir de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces éléments de dépérissement, quand l'arbre est faiblard, eh bien, en fait, il y a une partie des insectes qui va profiter de cet affaiblissement, et ça va être une ressource. Ça va être une ressource pour ces espèces. Bien sûr. Et d'autres espèces qui, elles, sont plutôt sur les arbres sains, en bonne santé, elles vont être impactées négativement par ce dépérissement. Donc en fait, au niveau des insectes, ce que l'on observe, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Alors vous les avez collectés, les insectes. Tout à fait. Après, ça va partir en laboratoire. Et après, ce sera parti au laboratoire. Ça va être analysé. Est-ce qu'ils sont tous référencés, ces insectes, ou est-ce qu'il vous arrive parfois de tomber sur un insecte que vous ne trouvez pas dans une encyclopédie, dans un bouquin? Complètement. Alors ça arrive assez souvent en fonction du niveau de résolution spatiale qu'on choisit. Par exemple, si on prend la région Centre-Val de Loire, il arrive régulièrement qu'on découvre des insectes nouveaux pour la région. Des fois, c'est des espèces nouvelles pour la France, et rarement des espèces nouvelles pour la science. Merci Guilhem. À bientôt. À bientôt. Et bonne grimpette. Merci beaucoup. Quand on vous dit IGN, vous pensez immédiatement à ça. Mais l'IGN, comprenez l'Institut national de l'information géographique et forestière, ne se limite pas à concevoir des cartes, bien au contraire. Elle endosse aussi un rôle majeur pour penser la forêt de demain. Depuis 1958, l'IGN a pour mission d'inventorier notre forêt française. Explication. Pour connaître une forêt et percer ses mystères, il faut l'ausculter en profondeur. Outils et cartes en main, c'est Élise et Louis qui sont aux manettes aujourd'hui. Leur mission, examiner cette parcelle de forêt. C'est du chêne Cécile, et ça fait 4 cm. Un peu comme on recense la population française, les arbres sur notre territoire sont comptabilisés et étudiés.
Il y a vraiment un ensemble de mesures assez important, donc qui va justement donc, de la caractérisation du peuplement qu'on a en place. Donc, par exemple, ici, une chênaie, jusqu'à aussi l'étude du sol, la pédologie, mais aussi la botanique, et ainsi que la caractérisation des habitats forestiers. Publics et privés, l'ensemble des forêts est inspecté par les agents IGN. Sur un rayon de 25 mètres, tout est scruté et recensé par le binôme. Les données ne sont pas collectées au hasard. Un protocole très précis doit être respecté. Près de 200 critères doivent être levés sur chacune des parcelles. Parmi eux, la reconnaissance des plantes, mais aussi les sols qui les composent. Et pour ça, les agents sont formés. Aujourd'hui, c'est cours de botanique avec Sébastien. Avant de regarder le carpel, dis-moi combien tu as d'étamines et combien tu as de pistils. La précédente. C'est-à-dire? Il y a 2 étamines, un pistil. Et donc c'est quel genre ça? Donc c'est Géraniacée. Non. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Véronique. Pour prendre le pouls de la forêt, il est impératif de connaître les sciences de l'environnement sur le bout des doigts. Ils ont d'abord des formations sur les mesures des arbres, comment bien mesurer des arbres. Et après, il y a tout un cursus de formation en écologie, comme la botanique, l'étude des fougères, l'étude du sol, les formations sur les habitats forestiers aussi et sur l'écologie forestière. La connaissance fine des agents et les nombreuses informations collectées sur le terrain viennent nourrir l'inventaire forestier. L'inventaire forestier, c'est en quelque sorte une photographie à l'instant T de l'état de notre forêt française. Et pour déterminer quelles parcelles doivent être inspectées, c'est dans les airs que ça se passe. Plusieurs fois par an, des avions survolent la France pour prendre en photo la forêt grâce à des appareils infrarouges. Des images qui constitueront la base de travail de Marianne. Son rôle, quadriller le territoire et sélectionner les prochaines parcelles à étudier. En moyenne, ce sont près de 7000 nouveaux points qui sont visités chaque année par des agents forestiers. Mais pas question de les envoyer n'importe où. Aidée d'outils statistiques, Marianne trie les images. Le classement qu'on réalise en photo-interprétation est parfois rédhibitoire, en fait. Si on dit que c'est un point agricole, jamais il n'ira dans le tirage pour le terrain. Par exemple, l'an dernier, on a 55% de nos 50 000 points qui sont de l'agricole, du verger, et puis des grands pâturages extensifs ou les estifs d'alpage, par exemple. Donc tout ça, c'est des points qui n'iront pas du tout être visités sur le terrain. Une fois rentrée dans la base de données, la parcelle est revisitée régulièrement pour mesurer son évolution. Donc là, je suis en pleine forêt, sur de l'infrarouge. Donc vous voyez, on retrouve ce côté rouge de l'activité chlorophyllienne. Et puis là, on voit une jeune plantation d'arbres, donc avec les petits plants. Et puis, il y a eu une coupe dans la parcelle ici, à côté. 20 ans que Marianne travaille à l'IGN et son œil expert ne lui fait jamais défaut. Sur cette forêt, on voit nettement qu'on est en présence de feuillus et c'est difficile d'identifier individuellement chaque essence. Là, c'est le terrain qui prend le relais, mais on voit les grandes composantes feuillus, conifères. Et on voit même sur cette photo que certains conifères ont une perte d'aiguille. Là, vous voyez du gris, donc il n'y a pas d'activité chlorophyllienne, donc ils sont plutôt dépérissants sur cette ligne d'arbres-là. Sécheresse intense, incendies à répétition, maladies sévères, nos massifs français souffrent. Cet outil est donc essentiel pour adapter notre gestion de la forêt. Alors l'inventaire forestier a été créé en 1958 par le général de Gaulle. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on ne savait pas trop ce qu'on avait comme bois pour reconstruire le pays notamment. Alors, la mission actuelle s'est enrichie de données écologiques. Savoir un peu dans quel type de milieu croissent les arbres, comment évolue la forêt française. Un regard objectif qui permet d'accroître nos connaissances. Ok, c'est beaucoup du peuplement pur, mais il y a quand même du peuplement mélangé qui est planté. Un peu, et qu'on peut voir du coup l'évolution. Grâce aux équipes de Nathalie, on sait aujourd'hui que la forêt française est très variée et se développe à vitesse grand V. La superficie ne fait qu'augmenter, effectivement. C'est vrai qu'en 30 ans, si je regarde des données même un petit peu plus anciennes, on a quand même gagné 3 millions d'hectares de forêt, ce qui n'est pas négligeable. Et puis de façon plus récente et peut-être une moins bonne nouvelle, on a observé que la mortalité augmente. Pareil, là, elle a augmenté de 54% en moins de 10 ans. Une aide indispensable dans la gestion de la forêt est la direction des politiques forestières. L'inventaire forestier permet à l'État de décider des politiques publiques et des politiques forestières, notamment avec récemment le plan de France Relance qui prévoit une enveloppe budgétaire pour aider la forêt à s'adapter au changement climatique.
aider les propriétaires forestiers à adapter leur forêt. Et l'inventaire permet d'apporter un regard sur l'état du dépérissement, par exemple, voir quelles sont les zones susceptibles de dépérir. Véritable vigie de la nature, l'IGN est le seul établissement à produire de telles statistiques sur l'état de notre forêt. Une ressource précieuse pour répondre aux contraintes de demain. Nous le disions en début d'émission, la forêt d'Orléans est majoritairement composée de chênes et d'une essence tout aussi prestigieuse, le pin sylvestre. Terrasses, bardages, clôtures, cette essence remarquable et robuste est particulièrement prisée pour l'aménagement extérieur. Nous vous emmenons justement dans les coulisses d'une scierie leader dans ce domaine. Romain et Eric vont nous livrer tous les secrets du métier. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Très bien et vous? Pleine forme, superbe. Quel décor, dites-moi. Oui, et puis quelle météo aussi. Un petit cadeau dès le départ? Oui, pour votre sécurité. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, pour être vu. Merci. Et on va s'intéresser à votre métier avec toutes ces grumes qu'il y a autour de nous. Il y en a énormément. Vous en sciez combien par an à peu près? Donc notre équipe exploitation forestière mobilise 250 000 m3 de bois par an. Oui. Et sur ce volume total, 60 000 m3 sont sciés spécifiquement sur ce site. Alors, parmi les essences que vous sciez ici, il y a du chêne, mais il y a surtout du pin sylvestre. C'est la grande spécialité de l'entreprise? Cette scierie ne scie uniquement que du pin sylvestre, parce que aussi, ici, nous sommes au plein cœur de la région de la forêt d'Orléans, et c'est l'un des plus grands massifs de France. Ce pin sylvestre, on va en faire des miracles. Quelles sont les spécificités de ce pin sylvestre? J'entends par rapport aux autres résineux, peut-être. Alors le pin sylvestre, déjà, ses spécificités, c'est déjà sa partie visuelle. Il a une écorce plutôt ocre, saumonée. Et surtout, au moment du sciage, il a une fréquence de nœuds qui est plutôt faible, avec des petits nœuds. Ça lui confère en fait un bois plutôt harmonieux. Il est à mi-distance entre le pin maritime des Landes, qui est plutôt tortueux, et l'épicéa, qui est très droit. On peut continuer la visite? Allons-y, parce qu'il y a plein de choses à voir ici. Vous le disiez tout à l'heure, l'avantage du pin sylvestre, c'est qu'il peut être valorisé à 100%. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que des planches avec du pin sylvestre. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Sur 10 camions de matières premières qui rentrent aujourd'hui, il y a 6 camions de planches qui sortent. Ouais. Et en parallèle, il y a 4 camions de connexes. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle les connexes? Alors, les produits connexes, historiquement, on parlait de déchets, mais aujourd'hui, c'est plus du tout du déchet. C'est vraiment valorisé à 100%. C'est-à-dire que dans le cadre de la gestion durable, puisqu'on est certifié depuis 2003 PEFC, on a renforcé cette notion-là. Et donc, il y a la partie, on écorce le bois. Donc, l'écorce qui est vendue pour du paillage, par exemple. Ensuite, vous avez la plaquette. C'est du broyat, en fait, de bois qui est valorisé pour les panneaux-tiers, pour fabriquer du papier. Vous avez la sciure aussi, qui est utilisée dans le panneau, mais aussi un peu pour le granulé bois. Et puis, vous avez aussi le copeau de rabotage qui permet de faire de la litière animale. Je vais vous demander d'être encore une fois quelqu'un qui va vulgariser des propos techniques. Vous m'avez parlé tout à l'heure de cette certification PEFC. Ça veut dire quoi, PEFC? Alors, PEFC, c'est de l'anglais, c'est-à-dire un Pan-European Forest Certification. Et en fait, simplement, c'est une certification qui permet de garantir la traçabilité forestière et de garantir aussi la bonne gestion des forêts. Et surtout, les entreprises sont certifiées, ils sont garants de l'origine des bois aussi et aussi de la production aussi française. Voilà. Je me sens bien ici. J'ai toujours entendu dire qu'il faut 5 fruits et grumes par jour. Là, ça va, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup, Romain. Je vais rejoindre maintenant Eric. Merci. Allez, bonne soirée. Bonjour, Eric. Bonjour, Stéphane. Dites-moi, je pense que j'ai eu le nez fin. J'ai attendu la pause déjeuner pour venir vous retrouver ici. Parce qu'en temps normal, il y a beaucoup de monde. Ça fait un petit peu de bruit aussi. Hein. Complètement. Ah bah oui, il faut que ça travaille. Il faut que ça travaille, on est bien d'accord. Je commencerai cette conversation par un joyeux anniversaire. Parce que je sais que l'entreprise a un peu plus de 100 ans maintenant. Absolument. Incroyable, quoi. C'est une belle histoire. Hein. Créé en 1920, avec pour premier métier au départ l'exploitation forestière. Oui. On est à l'intérieur, on va dire, d'une région où on a beaucoup de bois, donc il faut bien s'en occuper. Et ce service, chez nous, est aujourd'hui encore très important. Et alors, j'ai découvert tout à l'heure les grumes. Ouais. J'étais avec Romain. Et puis après, ça va arriver ici, dans un premier temps. Tout à fait.
de l'agrume, on passe à un billon, c'est ça? Alors, voilà, quand l'agrume arrive, elle est billonnée. Donc, dans une grume, on va dire en extraire à peu près 3 qualités. Le pied, c'est le bois de choix. La première partie, c'est ce qui va donner de l'ossature pour la terrasse. Et la partie, on va dire, haute de l'arbre, c'est ce qui part sur le marché de l'emballage. Palette et emballage industriel. Donc, une fois qu'on a, on va dire, cette matière qui est triée, eh bien, elle rentre dans ce qu'on appelle l'unité de première transformation, la scierie. Et elle passe d'un stade rond, circulaire, à un stade carré ou rectangulaire. Quand on est sur des bois d'aménagement extérieur, la première étape avant le rabotage, c'est le séchage. C'est-à-dire que tous nos bois, on va dire... Pour éviter qu'ils ne travaillent. Voilà. Une fois que le séchage est effectué, là, on opère l'opération de rabotage. On le rend très lisse, ce sont pour les bois de construction ou les bois de soutènement pour la terrasse. Et sur l'autre ligne de rabotage, on y fait la fameuse lame de terrasse. On va le traiter. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce que vous appelez le système autoclave? Oui, le traitement autoclave. Ça se passe où, ça? Ça se passe, on va dire, dans un de nos bâtiments. Donc, et vous allez m'expliquer comment ça marche. Alors là, il y a 2 types de bois différents. J'ai envie de dire que celui-là, c'est avant traitement. Absolument. Celui-là, c'est après traitement. Tout à fait. Traitement autoclave. Ça veut dire quoi? Donc le principe de l'autoclave, du traitement autoclave, c'est que vous allez le rentrer dans ce cylindre que vous voyez devant vous. Ensuite, remplir au cœur du bois cette solution qui va lui permettre d'être protégé. Il va pouvoir être installé à l'extérieur, au contact du sol, en permanence. Durée de vie, combien de temps? Si votre ouvrage a bien été fait, ça peut durer 20 ans, 30 ans. Quand je regarde un petit peu l'installation entre ce que j'ai vu là-bas, ce que je vois ici, là aussi, dans votre univers, les choses ont énormément évolué. On a des machines maintenant qui vous permettent de produire peut-être aussi plus facilement, avec moins de risques, et puis de manière beaucoup plus rapide. Dans un premier temps, oui, pour de la productivité, bien traiter notre matière, comme on le disait tout à l'heure. On a beaucoup investi également pour essayer de rendre moins compliqué, moins difficile ces tâches où il faut ranger le bois, le constituer en palette. On sait bien tous que maintenant, la terrasse est devenue une pièce supplémentaire à vivre. La demande, on va dire, est importante et on doit répondre au marché. Voilà, Stéphane. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci pour votre travail et pour la visite. Merci, à très bientôt, Stéphane. Au revoir. Re-rentrons à présent dans nos maisons. De nombreux Français font le choix de parquets en bois massif et l'essence reine, c'est le chêne. Huilé, verni en pointe de Hongrie ou à la française, coloré ou non, vous allez le voir, les possibilités sont infinies. Direction le centre de la France, au cœur d'une des forêts les plus renommées, pour comprendre la fabrication de ce parquet français. Bienvenue en forêt de Tronchet, le joyau boisé de la France. Parmi ses plus fidèles ambassadeurs, Samuel. Il est à la tête d'une entreprise de parquet et c'est ici qu'il vient choisir sa matière première, le chêne. On est ici en plein cœur de la futaie Colbert II. Colbert II, c'est un témoignage de la sylviculture qui a été mis en place par Colbert pour produire ces magnifiques chênes. Colbert voulait construire des grands bateaux pour, on en revient toujours à la même chose, attaquer l'Angleterre. Et donc, il s'est dit, il faut que je trouve le moyen de faire des chênes très très longs. Depuis le XVIIe siècle, la forêt de Tronchet est donc devenue une référence en matière de chêne, pour fabriquer des tonneaux, des charpentes ou encore du parquet. Nos plus beaux bois sont récoltés ici. En véritable amoureux des forêts, Samuel parle d'un or vert qu'il faut préserver à tout prix. Ça va nous permettre de fabriquer un nombre de produits qui rythment notre vie quotidienne tout en stockant ce fameux CO2. C'est tout l'avantage du chêne. Le chêne va stocker le CO2 pendant toute sa durée de vie. Et donc, on a un or environnemental, un or économique pour notre pays parce que c'est de très nombreux emplois. C'est toute une filière qui s'est construite autour de la forêt. Son combat, la défense de nos forêts françaises. On doit aussi avoir une souveraineté environnementale. Le bois, c'est un matériau de circuit court. Il doit être exploité, transformé,
commercialisé, utilisé dans son ère de croissance. C'est de la logique. Une logique qu'il applique à son entreprise. Fabricant de parquets en bois massif, le chêne n'a plus aucun secret pour lui. On va utiliser la possibilité merveilleuse qu'offrent tous ces chênes d'avoir des multiples transformations pour faire, dans le pied, on va travailler plus par exemple des panneaux massifs. Quand on va monter un petit peu plus, on va faire des parquets. Dès qu'on va avoir un peu plus de nœuds, on va partir sur des parquets plus rustiques ou bien découper des petites planches entre les nœuds pour faire par exemple les parquets en point de Hongrie que vous connaissez tous en chevron. Travailler le chêne, c'est pas un travail industriel où on scie. Non, c'est un travail à chaque grume. Le sieur va regarder comment la travailler. À chaque planche, on va voir l'utilité vers laquelle on peut la diriger pour systématiquement utiliser au mieux la matière première. Le chêne, c'est la seule essence qui est présente en volume industriel et qui a des capacités mécaniques et de décoration exceptionnelles. Et on peut, avec ses pores, avec la structure du bois, on peut le travailler aisément. Pour transformer ces arbres d'exception en parquet pour nos maisons, c'est dans l'usine que ça se passe. Avant de devenir une lame de parquet, le bois arrive sous forme d'avivé, c'est-à-dire une planche brute séchée. Après avoir subi un premier blanchiment, la planche sera classée selon différents niveaux de qualité. On a 4 niveaux, on est obligé tout le temps de trier, parce que tout ce qui arrive là, des fois, c'est tout mélangé. Donc nous ici, c'est pour ça qu'on passe, pour tout retrier. Je le fais à l'œil. Vient ensuite l'usinage, rainure, languette, face de référence et contreface. Ça y est, la lame de parquet prend forme. Aujourd'hui, sur la chaîne de production, c'est le parquet en pointe de Hongrie qui est fabriqué. Ce fameux parquet avec cet angle qui va être à 45 ou à 50 degrés, qui est actuellement très tendance. Et c'est pourtant le parquet le plus difficile à réaliser, puisqu'il faut un angle parfait d'usinage. Verni ou huilé, coloré ou non, c'est l'heure de la finition. Là, on a appliqué une couche d'huile, on la voit bien dessus. Et ensuite, on passe dans le pad rotatif pour bien venir faire pénétrer l'huile dans le fond des pores du bois. Là, il est passé en tunnel, il est bien sec maintenant, et là, il est terminé. Voilà, il est parfait. Et monsieur, la contrôle s'il n'y a pas un défaut des fois. C'est l'ultime étape avant la livraison chez le client. Sur ces machines, il passe l'équivalent de 700 mètres carrés de parquet chaque jour. Des planches certifiées 100% PEFC, ce qui garantit que le bois est issu de forêts gérées durablement. Un engagement primordial pour Samuel. Si le bois massif reste le nec plus ultra en matière de solidité et de longévité, le contre-collé constitue une alternative intéressante. Aujourd'hui, l'innovation ne fait pas peur à l'entrepreneur. Afin de proposer un produit recyclable, Samuel a mis au point une nouvelle technologie. On a créé et on commercialise le premier parquet démontable, réemployable et réutilisable. Ce qui fait que pour la première fois, on va véritablement utiliser la fonction puits carbone du bois. En effet, actuellement, la durée de vie moyenne d'un bâtiment, c'est 50 ans. Donc au bout de 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? Le parquet, on l'arrache et puis on le brûle. Et là, il libère son CO2 dans l'atmosphère. Avec cette innovation, on va pouvoir démonter le parquet aussi facilement qu'on l'a monté. Durable, local et maintenant réutilisable, le parquet en bois français a encore de beaux jours devant lui. Ravi d'avoir pu vous compter parmi les téléspectatrices et téléspectateurs de cette émission et surtout très heureux d'avoir pu vous faire entendre la voix des acteurs, ceux qui entretiennent, qui protègent, qui cultivent la forêt d'aujourd'hui et surtout qui préparent la forêt du futur. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Notre Forêt Demain. C'était Notre Forêt Demain avec France Bois Forêt. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable.